faiblesse ovarienne. Donc j'aime pas trop ce titre. Il a été modifié par rapport à l'année dernière et je l'ai pris parce qu'il était sur le programme. Déjà le concept que les ovaires soient faibles, ça ne va pas du tout. Je suis pas d'accord. Donc non, 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 c'est pas moi du tout. Non, 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 non. Mais bon, c'est voilà, c'est une petite, c'est un clin d'œil. Hein. C'est juste que voilà. Je, 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 je dis toujours que euh, vous savez que dans la gonade indifférenciée, la gonade dite indifférenciée, pendant des années, on a dit que l'ovaire était un testicule raté, d'accord? Alors ça ne va pas du tout, parce qu'en fait, il y a des facteurs pro-ovariens et l'ovaire, c'est une gonade positive, c'est pas une gonade négative. Comme le testicule est une gonade positive. Donc la faiblesse ovarienne, euh, en fait, j'ai pris cet extrait de cet article que j'ai bien aimé, la soupe des diagnostics. Alors la soupe des diagnostics, ça veut dire que tout le monde utilise des termes et mélange tout. Alors, mélange tout, parce que vous avez probablement entendu parler déjà de ces acronymes. Donc, DOR, Diminished Ovarian Reserve, POI, Primary Ovarian Insufficiency, Primary Ovarian Failure, Primary Ovarian, Poor Ovarian Response. Enfin, tout le monde utilise des termes et globalement utilise très souvent le terme d'insuffisance ovarienne et qui est très négatif et très péjoratif pour les femmes. Donc cette soupe des diagnostics, moi je vais me concentrer sur effectivement la différence entre ce qu'on appelle la baisse de réserve et l'insuffisance ovarienne prématurée. Et ça c'est un point très important parce que c'est pas du tout le même concept. Donc la l'IOP en français, donc ou Primary Ovarian Insufficiency, c'est par définition différent. Et ça c'est un point très important parce que le pronostic de fertilité n'est pas du tout le même. C'est différent de ce qu'on appelle le DOR, Diminished Ovarian Reserve. Il n'y a pas d'équivalent en français à ce jour. Ou le POR, pour Ovarian Response, et on appelle ça mauvaise répondeuse. Donc déjà, ça aussi, c'est assez stigmatisant de dire mauvaise répondeuse. Donc, pourquoi c'est différent? Et FOR, c'est Functional Ovarian Reserve. Pourquoi c'est différent? Parce que l'IOP, la vraie définition de l'IOP, c'est une femme qui va avoir des gonades d'eutrophine très élevées, donc une FSH supérieure à 25, avec un estradiol bas, avant l'âge de 40 ans. Et cette femme, elle va vous consulter, soit parce qu'elle n'a plus de règles du tout, aménorrhée primaire ou secondaire, soit parce qu'elle a une spanioménorrhée, donc elle a des cycles tous les 4 à 6 mois. Mais la caractéristique essentielle, c'est que vous voyez, le taux de FSH est très élevé, supérieur à 25, avec un estradiol bas. On n'est pas au moment du pic préovulatoire, hein, l'estradiol est bas. Et dans la très grande majorité des cas, au lieu d'avoir un ovaire qui contient tous les follicules, ben, on a un ovaire qui s'est déplété en follicules trop rapidement. Et donc cette déplétion trop rapide fait que l'AMH va être bas, mais quand je dis bas, c'est quasiment nul, zéro, et qu'il va y avoir une baisse de l'estradiol, donc le rétrocontrôle va faire une montée de la FSH. Donc l'IOP, selon la classification de l'OMS, c'est aussi de la novulation de classe 3, c'est comme ça que c'est appelé. L'AMH est le plus souvent effondré, donc mais zéro, sauf en cas d'étiologie auto-immune où le taux d'AMH peut être normal. Ça, c'est un petit piège où vous pouvez avoir une femme, une FSH à 25, un taux d'estradiol effondré, mais si elle a une AMH à 3 nanogrammes par ml ou 4, ça doit vous alerter sur est-ce que c'est pas d'origine auto-immune. Et dans ces cas-là, c'est la seule cause où on a une petite accumulation de follicules. On voit des follicules à l'échographie, pas mal de follicules à l'échographie, et l'AMH est normale. Pourquoi? Parce que dans les causes auto-immunes, c'est des anticorps dirigés contre les cellules de la TEC. Et donc souvent, il y a un blocage de la maturation folliculaire, mais l'AMH peut être normal. Alors, l'IOP, c'est pas la baisse de la réserve, parce que la baisse de la réserve, c'est les femmes que vous allez voir qui consultent pour une infertilité. Elles ont encore des cycles réguliers, donc ça c'est un point phénoménal et très important, et la question est simple, est-ce que vous avez encore des règles, oui ou non? Et la FSH est légèrement élevée, souvent 10, 12, avec une AMH basse et ou un compte folliculaire diminué. Donc ça c'est ce qu'on appelle la baisse de la réserve ovarienne. Alors le diagnostic effectivement de cette baisse de réserve, mais vous allez probablement le faire parce que vous allez
essayez de stimuler les ovaires et vous allez avoir ce qu'on appelle une mauvaise réponse. Donc la mauvaise réponse, il n'y a pas de définition universelle de cette mauvaise réponse. Il y a des critères qui ont été établis à Bologne de la mauvaise réponse. C'est au moins 2 des 3 critères suivants. L'âge supérieur à 39 ans, un antécédent de mauvaise réponse lors de la stimulation utilisant un protocole conventionnel, plus de 149 unités de FSH par jour avec moins de 3 ovocytes. Et le troisième critère, donc vous voyez que c'est des critères assez complexes, c'est une anomalie des critères évaluant la réserve ovarienne qui sont soit le compte folliculaire antral inférieur à 5, un taux d'AMH entre 0,5 et 1 et un taux de FSH supérieur à 10 entre J2 et J4 du cycle. Donc ça, c'est ce qui a défini la mauvaise réponse. La diminution de la réserve ovarienne, c'est aussi appelé, il y a un autre terme qui s'appelle l'insuffisance ovarienne prématurée occulte. Mais souvent, les gens oublient ce terme occulte et disent à la femme, vous avez une insuffisance ovarienne prématurée. Et donc, elle va regarder sur Internet et elle va voir que la probabilité de grossesse quand on a une insuffisance ovarienne prématurée, elle est très très faible. Elle est entre 4 et 5% des cas. Et le plus souvent, elles vont aller en don d'ovocytes, ces femmes. Donc c'est vraiment très très important de distinguer l'IOP de la baisse de la réserve. Et donc l'insuffisance ovarienne prématurée occulte, l'idée c'était de dire un AMH inférieur à 1,1 avant l'âge de 30 ans. Donc effectivement, je vous ai dit l'AMH ça baisse avec le temps. Et c'est vrai qu'avant 30 ans, d'avoir une AMH basse, ça peut être appelé l'insuffisance ovarienne prématurée occulte, mais de plus en plus de données montrent que c'est peut-être faux d'appeler ça une insuffisance ovarienne prématurée occulte. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que la baisse de réserve, c'est une étape précoce de l'IOP? Est-ce que les femmes qui ont une baisse de réserve, elles vont faire une IOP donc avant 40 ans avec une FSH à 25 et un estradiol effondré? Mais à ce jour, il n'y a pas d'étude longitudinale qui a fait la preuve de ce phénomène. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, vous avez une étude qui a été faite il y a quelques années et qui a regardé les caractéristiques du cycle menstruel chez des femmes qui avaient une insuffisance ovarienne prématurée occulte et 1 an plus tard. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur taux d'AMH initial, vous voyez ici qu'il n'était pas très... Donc chaque petit point, c'est une patiente différente avec un âge différent, entre 17 et 29 ans. Et qu'1 an plus tard, elles avaient un taux d'AMH qui était effectivement statistiquement plus bas. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours pas le test de leur fertilité. Donc, le taux d'AMH baisse avec le temps, c'est certain. Et c'est vrai qu'un an plus tard, il était beaucoup plus bas qu'un an plus tôt. Mais est-ce que ces femmes vont être fertiles ou non? Cette étude ne donnait pas la réponse. Alors, l'IOP, ce n'est pas la baisse de réserve parce que la prévalence n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que l'IOP, donc la vraie, aménorrhée FSH25 estradiol bas, c'est 1 à 2% des femmes avant l'âge de 40 ans, 1 pour 1000 avant 30 ans, 1 pour 10 000 avant l'âge de 20 ans. Donc c'est très rare. Ce n'est pas exceptionnel, vous allez en voir en tant que gynécologue, c'est sûr, mais c'est quand même relativement rare. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prévalence, elle est stable par rapport aux années 60, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a un impact de l'environnement? Et comme cette prévalence est stable, bah peut-être que c'est surtout la part génétique qui est importante, plus que la part d'environnement. Et donc ça, c'est la dernière étude qui a été réalisée en Suède sur plus d'1 million de femmes grâce aux registres nationaux suédois. Et il a été montré qu'il y avait 1,9%, vous voyez, d'IOP. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait 0,2% iatrogène, alors qu'on aurait peut-être pu penser que comme il y a beaucoup plus d'enfants qui ont des traitements pour des cancers à base de chimiothérapie, radiothérapie, et qui survivent maintenant, que le taux de iatrogène, c'est soit la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie, était plus important, alors qu'en fait le taux est assez faible, 0,2%, et qu'il y avait par contre 1,7% d'étiologie spontanée. Alors, la baisse de réserve, c'est beaucoup plus fréquent. C'est environ 10% des femmes âgées de moins de 35 ans. Donc, vous allez en rencontrer, c'est certain. Et donc, cette prévalence de la diminution de la réserve, par contre, elle a augmenté ces dernières années. Alors, une des causes probablement assez évidente de l'augmentation, de la constatation de cette baisse de réserve, c'est parce qu'il y a un délai
à la première grossesse. Les femmes ont en France l'enfant, le premier enfant, c'est en moyenne à 31 ans. C'était il y a 25 ou 26 ans, il n'y a pas si longtemps. Donc le fait d'attendre plus, eh bien, peut mettre en évidence une baisse de réserve qui n'aurait pas du tout été mise en évidence si la femme avait eu sa grossesse plus tôt. Et donc il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Et alors c'est une étude qui a été faite dans des centres d'AMP, donc chez des patientes qui consultaient déjà pour une infertilité. Et vous voyez que c'est sur plus de 180 000 cycles. On voit que la prévalence de la baisse de réserve, en 2004, elle était, vous voyez, 19%, donc même plus élevée que le chiffre que je vous ai indiqué. Et en 2011, on était passé à 26% de femmes dans les centres d'AMP qui consultaient et qui avaient une baisse de réserve. Alors, bien sûr, il y a un biais parce que c'est des femmes qui sont prises en charge dans le centre d'AMP. Le biais, c'est pas parce que c'est les États-Unis, mais c'est parce que c'est des prises en charge en AMP. Donc, il y a un âge plus avancé des grossesses. Peut-être aussi le biais, c'est qu'on fait plus rapidement un bilan de réserve, alors qu'auparavant, on aurait peut-être conseillé à la femme d'attendre un certain temps, voir si elle avait une grossesse naturelle ou non, avant de faire ce bilan de réserve. Et il y a le fait que effectivement, il y a une prise en charge dans certains centres d'AMP qui peut être plus précoce que dans d'autres. Alors, la troisième raison pour laquelle c'est pas la même chose, c'est que les étiologies sont complètement différentes. Les causes sont différentes. Donc, les étiologies des IOP, on l'a évoqué, il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, surtout quand elle est réalisée dans l'enfance. Et donc, les agents, en particulier les agents alkylants, vont augmenter l'apoptose et vont avoir ce qu'on appelle l'effet de burn-out des follicules, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer le recrutement des follicules, ce qui est un phénomène un peu paradoxal, mais ça va accélérer le recrutement initial et donc ça va amener à une perte folliculaire accélérée. Il y a bien sûr dans les IOP iatrogéniques, de moins en moins heureusement, mais la chirurgie, et en particulier des endométriomes ovariens. Ils sont de moins en moins opérés, et heureusement parce qu'ils étaient une source d'insuffisance ovarienne prématurée. Même si on a l'impression d'enlever que l'endométriome, peut-être qu'il y a aussi une ablation du pool des follicules autour, et peut-être même qu'il y a d'ailleurs un impact de l'endométriose elle-même au niveau de la réserve folliculaire. Alors, l'origine auto-immune des IOP, elle est difficile à prouver. Souvent, c'est parce qu'il y a une association avec une autre maladie auto-immune, un diabète de type 1, une insuffisance surrénalienne, une maladie thyroïdienne. Et là, il y a un intérêt du dosage des anticorps anti-21 hydroxylase. C'est ça qui va vous signer le côté auto-immun. J'insiste pour dire que les anticorps anti-ovaires n'ont pas d'intérêt. Ce n'est pas fiable comme dosage. Donc, ce qui est fiable, ce sont les anticorps anti-21. Et le premier examen à faire si vous avez une femme qui a une IOP, c'est un karyotype. Et pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire un diagnostic de syndrome de Turner même à l'âge adulte. Donc même chez une femme qui consulte en infertilité, vous pouvez faire un diagnostic de syndrome de Turner. L'âge moyen en France, c'est 8 ans, mais il y a de plus en plus de cas diagnostiqués plus tard. Souvent, c'est quand même des femmes qui sont petites. Donc, si vous avez une femme qui vient pour infertilité qui mesure moins d'1,55 m, il faut absolument faire un karyotype. Vous êtes quasiment sûr que c'est un syndrome de Turner. Donc, le syndrome de Turner, ça se définit selon le karyotype avec la présence d'un chromosome X normal, mais une absence totale ou partielle du second chromosome X avec différentes formules possibles. Soit un ISO-X, enfin donc vous avez différentes formules possibles. Et là, j'ai juste mis cette photo pour vous montrer que c'est pas du tout évident, dans certains cas, de faire un diagnostic de syndrome de Turner en dehors de la petite taille. Ces femmes n'ont pas du tout une dysmorphie faciale constante et donc elles peuvent être passées au travers des mailles du filet du diagnostic du syndrome de Turner. Donc, ce qui se passe dans le syndrome de Turner, c'est qu'on a une atrésie folliculaire accélérée. Et vous comprenez bien que si cette atrésie, elle est très très rapide, eh bien, ces enfants n'auront pas de règles, pas de seins, pas de règles. Mais vous allez voir probablement les formes. Elles auront eu des seins, elles auront eu peut-être quelques épisodes de règles, mais elles auront une aménorrhée secondaire avec FSH élevé, estradiol bas.
Et donc, effectivement, le syndrome de Turner, il y a quand même 10 à 20% d'entre elles qui ont des premières règles, mais 95% vont avoir l'insuffisance ovarienne. Donc, en fait, ce syndrome de Turner, c'est important. On va le revoir tout à l'heure parce que ça nécessite des examens très approfondis avant de donner un feu vert vis-à-vis d'une grossesse. Donc, en dehors du syndrome de Turner, votre karyotype il pourra vous montrer des anomalies de structure des chromosomes X, c'est-à-dire des délétions du bras long de l'X ou des échanges entre les chromosomes X et les autosomes. Ça va revenir quand vous aurez le résultat du karyotype. La deuxième analyse à faire, c'est ce qu'on appelle la recherche moléculaire de prémutation du gène FMR1. Donc ça ne se voit pas sur le karyotype, c'est une autre analyse. Et le gène FMR1, c'est un gène qui est localisé sur le bras long de l'X, ici en XQ, peu importe, vraiment sur la partie terminale de l'X. Et ce gène, FMR1, c'est pour Fragile Mental Retardation, ce gène, il est impliqué dans le syndrome de l'X fragile. Donc c'est la première cause de retard mental chez le garçon. Et donc, cette maladie, elle est due à une anomalie des triplés CGG qui sont localisés en 5' du gène. Je m'explique. Quand on est normal, on a moins de 50 triplés. Donc, votre résultat va revenir 40, 30. Puisqu'on a 2 allèles, vous allez avoir 2 chiffres. Quand on est malade, qu'on a le syndrome de l'X fragile, on a plus de 200 triplés. Et quand on est entre les deux, on est ce qu'on appelle prémuté. Pourquoi j'en parle? Parce que les femmes qui sont prémutées ont un risque plus élevé d'insuffisance ovarienne prématurée que la population générale. Je vous ai dit, c'est globalement 2% de la population générale. Eh bien, la prémutation, le risque d'insuffisance ovarienne, c'est 20%. Donc, c'est 10 fois plus. Hein. Donc, cette prémutation, elle est présente chez 3% des cas sporadiques, donc ce n'est pas très fréquent, mais c'est très très important de faire le diagnostic parce que y a un risque de transmission de la maladie. Et donc, cette prémutation, si la femme a une grossesse. Donc, cette prémutation, c'est 13% dans les cas familiaux. Donc, si vous demandez est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une IOP dans la famille, vous allez avoir une probabilité de trouver cette prémutation FMR1 élevée. Et le risque le plus élevé d'IOP, c'est entre 80 et 100 triplés. Ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas quand 120 triplés, c'est pire que 100. La zone à risque, c'est 80 à 100 triplés. Alors la troisième analyse qui peut être demandée, c'est des gènes candidats en fonction du phénotype. Donc là, c'est plutôt dans un centre de référence, mais je le mentionne parce que ça, c'est un diagnostic qui est quand même qu'on peut faire. La patiente, elle rentre en consultation et vous voyez qu'elle a les yeux qui sont bridés, alors qu'elle est caucasienne. Et ça, c'est une maladie, donc ça, c'est un fait de diagnostic dès qu'elle rentre à la consultation, hein, d'anomalie oculaire avec une infertilité féminine, c'est ce qu'on appelle le syndrome de blépharophimose. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est connu, c'est donc le gène qui s'appelle FOXL2 qui est impliqué dans la folliculogénèse. Après, ça peut être associé à une surdité, donc ce qu'on appelle le syndrome de Perrault. Donc il y a des gènes qui ont été identifiés. Mais dans la majorité des cas, l'IOP, c'est une femme, 30 ans, qui arrête sa pilule parce qu'elle souhaite une grossesse, qui est en aménorrhée. Et là, j'insiste sur le bilan. Il faut faire le bilan sans attendre des mois et des mois. Parce qu'il y a des patientes qui, encore maintenant, ont arrêté leur pilule, n'ont pas de règles, et on attend 3 mois, 4 mois avant de faire le bilan hormonal. Ça n'existe pas, l'aménorrhée post-pilule. Hein. Si on a une aménorrhée post-pilule, bien sûr que ça existe, mais il y a une cause. Ce n'est pas secondaire à la pilule, parce que la pilule, on l'arrête un jour, l'axe gonadotrope, il redémarre. Donc, il faut vraiment faire le bilan, et là, vous allez pouvoir, malheureusement, dans certains cas, tomber sur une FSH à 40 et un estradiol effondré, donc un tableau d'insuffisance ovarienne. Mais cette femme, elle a une taille normale et il n'y a rien d'associé. Et ça, c'est la très grande majorité des cas d'IOP. Elle n'a jamais été opérée, jamais de chimiothérapie, jamais de radiothérapie. Elle est normale, mais elle a arrêté son traitement, elle a arrêté sa pilule et elle a une aménorrhée. Et donc, à ce jour, il y a énormément de gènes qui ont été identifiés. Donc, je ne vais pas vous les citer. C'est juste pour vous montrer, et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans la folliculogénèse, mais que dans tous les stades de la folliculogénèse, il y a énormément de facteurs associés.
Et donc, on sait maintenant qu'il y a au moins une famille où il y a un de ces gènes qui est impliqué dans l'insuffisance ovarienne. Et donc, de plus en plus, effectivement, ça peut être des gènes qui sont impliqués dans la méiose ou dans l'assemblée du follicule. C'est un nombre très, très important. Et ça peut être donc différents gènes. Et donc, maintenant, ce qui est utilisé de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing, c'est-à-dire qu'on est capable de tester plusieurs gènes à la fois dans ces IOP. Donc c'est juste, je vous cite une étude qu'on avait réalisée multicentrique avec ici Saint-Antoine et La Pitié, Lille et Poissy, où il y avait 288 patientes qui avaient été testées, et c'est Sarah Eskenazi qui avait fait le travail. Et donc dans ces femmes, on avait trouvé donc des anomalies dans 41% de la cohorte. Donc maintenant, on peut identifier de plus en plus des femmes avec des anomalies génétiques. Et donc, un des gènes qui était le plus fréquemment impliqué, c'était le gène NOBOX. Donc voilà, juste pour vous dire la démarche diagnostique vis-à-vis des IOP. Et puis, on peut faire aussi ce qu'on appelle une analyse chromosomique par puce ADN. Et puis, on peut éventuellement, et de plus en plus, je pense, on utilisera ce qu'on appelle les exomes, donc des analyses génétiques un peu plus poussées. Et donc, l'année dernière, on a pu publier dans Fertile Stérile une étude de cas familiaux qu'on avait appelé FAMIOP, et on a trouvé dans 50% des cas des variants pathogènes. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de trouver des variants pathogènes? Ben, c'est très important pour la femme de mettre un nom sur la cause de cette IOP pour déculpabiliser au moins, et puis pour éventuellement faire des analyses familiales pour savoir qui est à risque ou non d'avoir cette IOP. Et donc les gènes, de plus en plus, on sait maintenant qu'ils sont impliqués dans la division cellulaire, la méiose et la réparation de l'ADN. Donc c'est des choses qui ont permis d'avancer ces dernières années. Et puis maintenant, il y a un programme en France qui s'appelle France Génomique 2025 et on peut analyser le génome entier, donc c'est le top du top de l'analyse génétique, chez la patiente et ses parents, et donc on organise des RCP où on peut présenter des dossiers pour que ces patients puissent bénéficier de ce programme France Génomique 2025. Alors ça, c'est les IOP, d'accord? Donc le cariotype, FMR1, recherche de prémutation FMR1, et puis après, des analyses plus poussées éventuellement. Après, dans les baisses de réserve, est-ce qu'il y a des causes connues? Alors, la cause connue essentielle, c'est l'âge, mais ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas modifier. C'est la chirurgie ovarienne et peut-être l'endométriose, même en l'absence de chirurgie. Et donc, il y a des articles qui ont suggéré que l'endométriose en elle-même pourrait avoir un effet délétère au niveau de la réserve des follicules primordiaux. Et donc, ça a amené beaucoup de centres, ici en particulier, à proposer à certaines femmes qui ont une endométriose de faire une préservation de fertilité pour essayer de garder le maximum de follicules. Alors, il y a des études qui ont suggéré que les prémutations FMR1, elles pourraient être aussi impliquées dans les baisses de réserve. Mais les résultats sont très controversés. Il y a la moitié des équipes qui disent oui, c'est associé, et l'autre moitié non, c'est pas associé. Donc, souvent dans les baisses de réserve, il y a une recherche de prémutation FMR1, mais elle n'est pas, on ne peut pas en tout cas quantifier combien, sur combien de femmes, il n'y a pas de données vraiment établies. Et après, il y a eu d'autres gènes qui ont été suspectés, et en particulier les mutations BRCA1, BRCA2, il y aurait une baisse de réserve plus importante chez ces femmes qui ont ces mutations, bien sûr, même avant même d'avoir l'ovariectomie. Et puis d'autres mutations de gènes, c'est le groupe de Sylvie Jaillard à Rennes qui avait suspecté ce gène NR5A1. Mais on est au tout début et on connaît beaucoup moins dans les baisses de réserve que dans les IOP. Alors il y a une hypothèse, peut-être que les micro-ARN pourraient aussi jouer un rôle, donc ça c'est un autre pan de la génétique, mais c'est des données qui restent encore assez floues. Et puis, il y a la notion des perturbateurs endocriniens. Donc, est-ce que les perturbateurs endocriniens, pendant la vie intra-utérine ou pendant la vie tout court, jouent un rôle sur la baisse de réserve? Et donc ça, je vous ai mis cet article qui est publié l'année dernière, qui donc évoque le rôle des perturbateurs endocriniens qui pourraient effectivement être responsables de la survenue
d'une part des insuffisances ovariennes prématurées, donc dans la forme extrême, mais aussi, vous voyez en bas, de la baisse de réserve et donc de la baisse de la réserve ovarienne. Donc c'est très très difficile dans l'espèce humaine de prouver qu'un élément est responsable. Il y a un élément pour lequel on est quasiment sûr, c'est le tabac. Le tabac, lui, il baisse la réserve ovarienne, c'est certain. Donc c'est la raison pour laquelle. Et une femme enceinte qui fume, ça a un impact sur la réserve de son fœtus féminin. Hein. Donc ça a un impact dès la vie intra-utérine. Donc il y a des hypothèses, il y a des arguments, mais pour l'instant la preuve est encore assez ténue. Donc ce que je voulais dire, et j'insiste, c'est que les IOP, ce n'est pas les baisses de réserve. La définition n'est pas la même. Hein. L'IOP, c'est FSH 25, supérieur à 25 versus la baisse de réserve, c'est une FSH qui est 10-12. La fréquence n'est pas la même, 2% avant 40 ans versus 10-15% avant 35 ans. Et les étiologies, elles sont peut-être en partie communes, mais on connaît beaucoup mieux les étiologies d'IOP que de baisse de réserve. Et les causes environnementales restent un point d'interrogation. Et la fertilité est différente. Donc c'est un point très très important parce que quand vous dites à une femme, vous avez une IOP, bah, elle pense que c'est fini, que c'est catastrophique. La fertilité des IOP, c'est 4 à 6% sous traitement hormonal substitutif. Donc ces femmes, il faut bien sûr compenser le déficit en estrogène. Il faut leur donner un traitement hormonal substitutif et on peut donner un traitement hormonal substitutif non contraceptif. Donc elles pourront avoir des grossesses naturelles, mais ça reste rare puisque c'est 4 à 6% des cas. Et bien sûr, la technique de don d'ovocytes chez ces femmes marche très très bien. Faire très attention si c'est un syndrome de Turner. Il y a des recommandations qui ont été établies et on a monté une RCP nationale, cœur Turner grossesse, parce que vous savez peut-être que ces femmes qui ont un syndrome de Turner, elles sont à risque de dilater leur aorte et de disséquer leur aorte. Donc il y a eu plusieurs cas à travers le monde de femmes qui sont décédées pendant la grossesse ou juste après l'accouchement parce que leur aorte n'avait pas été bien mesurée avant et pendant la grossesse. Donc maintenant, il y a des recommandations internationales très strictes. Et puis, il y a un cas particulier d'IOP qui ont des follicules. Je vous ai dit parfois, donc vous voyez cette patiente qu'on avait vue dans le service il y a quelques années, une FSH 40, LH25, estradiol effondré. Donc c'est une insuffisance ovarienne prématurée, elle a une aménorrhée primaire, mais son AMH n'est pas effondré. Et à l'échographie, de nombreux follicules. Alors, je vous ai dit, ça peut être auto-immun. Bon, cette femme, c'était pas auto-immun. On n'a pas trouvé de cause, en tout cas, auto-immun. Mais en faisant une maturation in vitro, Michael Grimbert avait réussi à obtenir une grossesse et cette femme, elle a eu un enfant. Et donc, depuis, il y a eu plusieurs cas décrits. Et j'ai encore une patiente récemment là qui a eu une maturation in vitro et une grossesse alors que on lui avait dit qu'elle aurait jamais de grossesse. Et puis, il y a peut-être de nouvelles techniques. Alors, les nouvelles techniques pour les IOP, ça a été décrit initialement par un groupe américain en 2013. C'est le fait de enlever les ovaires, les vitrifier et puis après stimuler la folliculogénèse par des stimulateurs des premiers stades de la folliculogénèse, en particulier la voie AKT, remettre les cubes au niveau des ovaires, faire une fécondation in vitro, donc reprendre des œufs, puis obtenir des embryons, faire un transfert d'embryons. Et à ce jour, il y a une quinzaine d'enfants qui sont nés par cette technique. Alors ça paraît un peu bon, le fait de prendre des morceaux d'ovaire. Donc depuis, ça a été fait en frais, c'est-à-dire sans l'étape de congélation ici. Ça a été fait par une équipe chinoise, mais il y a assez peu de résultats et surtout, on peut aussi se poser la question, est-ce que ça a un impact épigénétique de faire de la stimulation des premiers stades de la folliculogénèse au laboratoire après avoir fragmenté les ovaires. Les enfants ont l'air d'aller très bien. Le plus grand, ben, vous voyez, il est né en 2013, donc voilà, il n'est pas encore très âgé, mais on ne sait pas. Et voilà, ça reste encore un petit peu un point d'interrogation. Et donc l'équipe chinoise qui a utilisé sans congélation,
cultivé pendant 2 jours et a transplanté les cubes et a suivi après les échographies et les dosages hormonaux. Et ils ont pu avoir là aussi des grossesses obtenues chez certaines femmes. Et il y avait un développement folliculaire chez 6 des 14 patientes. Donc, ce n'est pas chez toutes, hein, et c'est uniquement le développement folliculaire, mais il y a quand même eu quelques grossesses rapportées. Et puis le futur, c'est l'utilisation peut-être d'un ovaire artificiel. Donc là, on arrive un peu dans... Mais c'est pas de la science-fiction parce que ça a été tout à fait fait pour des souris. Vous voyez les petites souris ici qui naissent. Le principe, c'est d'utiliser un ovaire en collagène et puis il y a un recrutement progressif des follicules et des grossesses qui ont été obtenues. Donc il y a 2 groupes au monde qui travaillent aux États-Unis et en Belgique sur ce concept. Mais éthiquement, pour l'instant, aux États-Unis, ils n'ont pas eu le droit de l'utiliser dans l'espèce humaine. Alors par contre, la fertilité des femmes qui ont la baisse de réserve, bien donc dans Fertile Stérile, il y a quelques années, il y avait 138 femmes qui avaient été suivies pendant 4 ans en Hollande, moins de 40 ans, avec des cycles réguliers et un taux de FSH élevé. Eh bien, les résultats chez ces femmes, le taux de grossesse cumulatif sur une durée de 3,3 ans, c'était 63,5%. Donc vous voyez qu'on est loin des 6% des IOP, hein, 63,5% et avec 36,8% de grossesse naturelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle d'avoir une FSH élevée, mais c'est peut-être une nouvelle un peu pas trop catastrophique, en tout cas pas aussi catastrophique qu'une FSH supérieure à 25. Et puis là, donc voilà l'article que je voulais vous présenter. Donc c'est est-ce que les marqueurs de la réserve ovarienne sont des prédicteurs peuvent prédire la fertilité future. Et donc cet article par une équipe américaine a regardé le time to conceive, donc oula mince. Ça y est, c'est bon. Le délai à la conception. Donc c'est des femmes qui avaient entre 30 et 44 ans, qui avaient un désir de grossesse de moins de 3 mois. Donc elles n'étaient pas jugées infertiles, hein. Elles étaient recrutées, elles avaient eu un désir de grossesse de moins de 3 mois. Et elles ont été suivies pendant 12 mois initialement, puis certaines ont accepté de redonner des données 12 ans plus tard. Et 62% de ces femmes étaient enceintes. Et ce qui est intéressant, c'est ce tableau où vous avez ici là, le taux d'AMH, le taux de FSH. Donc le taux d'AMH, soit c'était inférieur à 0,7 nanogrammes par millilitre, 0,7 à 8 ou supérieur ou égal à 8,5. Et ils ont regardé le taux de naissance vivante. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le taux d'AMH, le pourcentage de grossesse vivante, c'est pas statistiquement différent. Alors que tous d'entre nous, on aurait dit, j'en suis sûre, que le taux inférieur à 0,7, eh ben, c'était probablement un mauvais pronostic de fertilité. Ce n'est pas statistiquement différent. Ils ont regardé le taux de FSH, donc il y avait des taux de FSH qui étaient manquants pour un certain nombre, inférieur à 10 et supérieur ou égal à 10. Même chose, c'est pas statistiquement différent. C'est pas différent initialement, donc sur les femmes qui ont été testées dans la première année, et c'est pas différent non plus si on fait le suivi de ces femmes sur plusieurs années. Donc ça remet en cause les bilans d'infertilité qu'on peut proposer en disant voilà, je vais vous doser l'AMH, je vais vous doser la FSH en début de cycle. Alors, je ne sais pas si tous les médecins de cet enseignement vont vous dire le même message que celui que je suis en train de dire, mais je voudrais donner vraiment une prudence importante vis-à-vis de cette corrélation entre un taux d'AMH, la fertilité, un taux de FSH et la fertilité. Alors, c'était des femmes qui étaient entre 30 et 44 ans, hein, donc il n'y avait pas de femmes au-dessus de 44 ans, mais bon, c'est celles qu'on voit en infertilité. Donc j'ai trouvé que ça illustrait le fait qu'il faut faire un peu attention. Et donc, si la baisse de réserve vous intéresse, il y a tout un numéro de Fertile Stérile de l'année dernière, du mois d'avril, qui s'appelle Comment prendre en charge les patients qui ont une baisse de la réserve ovarienne, et avec une dizaine d'articles qui essaient de trouver des solutions. Mais malheureusement, il y a peu de solutions qui marchent très bien et
qui discutent cette classification qui est la classification de Poséidon, qui a permis de faire 4 groupes. Et ces 4 groupes, je pense que vous les reverrez dans les cours suivants, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction du CFA et du taux d'AMH et de la réponse ovarienne. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Excusez-moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez pas cité, dont on parle dans pas mal de centres, les cellules souches et le plasma riche en plaquettes dans vos solutions pour les patients. Parce que j'attendais la question. Alors, on m'avait demandé à Paris Santé Femmes l'année dernière au congrès de faire un topo qui s'appelait prise en charge des insuffisances ovariennes prématurées avec le fameux PRP, plasma riche en plaquettes, et les cellules souches. Alors, j'étais partie positive, j'ai vraiment fait la littérature, c'est extrêmement pauvre. Je vais dire, donc cette technique de plasma riche en plaquettes, je ne l'ai pas mentionnée parce que je pense qu'il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour de son efficacité. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont, dans beaucoup de pays, faire cette technique qui coûte très cher. Il n'y a eu aucune étude randomisée. Il y a une étude turque qui est randomisée et qui est non significative. Le principe, c'est de prendre le plasma de ces femmes, de les enrichir en plaquettes et de les réinjecter, avec le concept que ça va peut-être faire un phénomène inflammatoire local qui va réactiver la folliculogénèse. C'est ça le principe. Voilà, je resterai très prudente. À ce jour, il n'y a pas de preuve d'efficacité. Il y a eu des études longitudinales, c'est-à-dire des femmes qui ont eu cette technique, mais dans les articles publiés, il n'y a jamais plus de 30 femmes. Et les femmes qui ont une IOP, vous avez vu que la fertilité spontanée, c'est 5 à 6% d'écart. Donc, tant qu'on n'a pas une étude randomisée avec un groupe comparateur, on ne peut pas prouver que c'est bien le PRP qui a marché. Donc, je resterai très prudente. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des patientes qui ont fait cette technique, mais elles expliquent très bien que c'est le all inclusive. Hein, il y a l'hôtel, voilà. 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 Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, mais la preuve scientifique n'est pas là à ce jour. Voilà. Et tant que. Voilà. Ah ben la demande elle est là, mais on peut aussi faire de l'acupuncture, on peut faire d'autres choses. Hein. Voilà, c'est moins cher. Et c'est peut-être oui, c'est peut-être moins risqué et plus voilà. Parce que moi j'ai une patiente qui a absolument voulu y aller, elle est revenue, elle avait un lupus. Et donc, est-ce que le lupus, il est dû, secondaire, pas secondaire? Enfin, et après, voilà, il m'a dit, mais, ah ben, vous m'aviez dit de pas y aller. Bah, oui, mais bon, voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà. Et puis, les cellules souches, alors ça, probablement, mais là, on est vraiment début. On est même avant l'ovaire artificiel. Est-ce qu'on peut faire le karyotype et la recherche de mutations FMRA en ville ou il faut l'orienter directement vers un centre spécialisé? Alors, la difficulté, c'est qu'il faut que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour rendre le diagnostic. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui ont une IOP. Le gynécologue, il a demandé l'analyse et il se retrouve devant 80-30 triplés et il est incapable, ce que je peux comprendre, d'expliquer les conséquences. Parce que, donc, pour FMR1, il faut vraiment s'aider de généticiens. Pourquoi? Parce que je vais vous partager une expérience personnelle d'une femme qui avait une IOP et chez qui j'ai identifié une prémutation FMR1. Et on s'est retrouvé dans la situation où sa sœur aînée avait un petit garçon de 1 an et demi.
Le diagnostic de retard mental, il est plutôt fait vers 3 ans, hein, d'1 an et demi. Et là, ça a été la panique familiale de se dire, est-ce que cet enfant, il a ou non le syndrome de l'X fragile? Et donc, par ce diagnostic, j'ai généré une angoisse chez la patiente, chez sa sœur, chez le mari de la sœur, chez la grand-mère. Donc, il faut être prêt à gérer des situations qui sont compliquées. Fort heureusement, il ne l'avait pas, mais il l'aurait eu. Malheureusement, il n'y a pas de traitement et donc ça aurait été potentiellement compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut le faire avec l'aide des généticiens. Et le cariotype, par contre, ça c'est plus simple. Et si vous avez une anomalie, là par contre, oui, il faut adresser le patient dans un centre. Normal d'AMH. C'est une question. Celui qui trouve ça, il a le prix Nobel. C'est surtout celui qui trouve le marqueur de la réserve préétablie. Lui, il a le prix Nobel, c'est certain. D'accord. Il y avait des grossesses spontanées et que ça, a priori, ça ne diminue pas la fertilité spontanée. Donc, est-ce qu'il y a un taux normal d'AMH? Ça dépend pourquoi. Oui, sur la fertilité spontanée. Après, pas sur les résultats de FIV. En fait, vous verrez dans le reste des cours, mais le taux d'AMH, ça peut nous donner des informations sur la réponse à la stimulation ovarienne, mais a priori pas sur la fertilité spontanée. Et ça, c'est important comme message parce que y a beaucoup de gens qui prescrivent à leurs patientes en ville des AMH alors qu'elles n'ont pas de désir d'enfant. Et donc, ça met ces patientes en difficulté par la suite. Donc, c'est ce que vous a expliqué. Ça peut avoir un intérêt, l'AMH, pour le diagnostic de SOPK. Et je pense que Geoffroy Robin va vous en parler. Et voilà, ça c'est utile. Oui. Oui, mais le cas clinique, c'est la patiente qu'on avait eue. C'est des normes déjà anciennes de l'AMH, hein, puisque l'article il date un peu, ça a utilisé des anciennes techniques de dosage. Et puis, votre laboratoire, il va vous donner des normes. Mais entre la norme, qui est le chiffre qui est dans cette tranche d'âge, et le lien avec la fertilité, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est qu'on peut être en dehors de cette norme et quand même avoir des grossesses naturelles. Pour clarifier, mais dans l'étude que le professeur Christin Maître a montrée, elle n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on disait avant, puisque quelqu'un a marqué dans la discussion et c'est contradictoire, donc pas du tout. Enfin, en fait, voilà, c'est juste que l'AMH, c'est pas un marqueur de la fertilité spontanée, mais ça peut être un marqueur de la réponse à la stimulation. Et dans l'étude que le professeur Christin Maître a montrée, elle n'étudie pas du tout la réponse à la stimulation. Non, c'était une détail, mais il ne semble pas. Du tout. C'est pas du tout contradictoire avec ce qui est connu. Voilà. Et puis après, il y a une dernière question peut-être sur la baisse de réserve ovarienne et les maladies inflammatoires systémiques. Est-ce qu'il y a... Oui, alors c'est vrai que il y a des données là-dessus. Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle maladie systémique, mais oui, il y a des données. Systémique, polyarthrite, etc. Oui, alors après, c'est tout ce qui est auto-immun. Voilà. Donc tout ce qui est auto-immun, ça peut être associé avec une vraie IOP, ça c'est certain, mais ça peut être aussi associé à une baisse de réserve. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Et donc la dernière question peut-être sur la baisse de réserve, qui est une question, je pense que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que la baisse de réserve ovarienne est une étape annonciatrice de la survenue d'une IOP? Mais c'est ce que j'ai mis une diapo. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude longitudinale suffisamment longue pour faire cette preuve. Et j'aurais tendance à dire c'est peut-être deux choses complètement différentes, parce que l'IOP, soit c'est à l'adolescence, soit c'est chez la femme jeune, et c'est dans quand même pas mal de cas assez brutal. Alors, on peut se dire, mais ça a été masqué par la prise d'une pilule estroprogestative pendant des années. Ça, c'est vrai. On pourra jamais. Quand une femme arrête la pilule, on peut jamais savoir si l'IOP, elle date d'il y a 6 mois, 2 ans ou 5 ans, au moment où elle a commencé sa pilule. On sait que c'est dans cet intervalle-là. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Après, quand on voit la prévalence de la baisse de réserve et la prévalence de l'IOP... Oui, ça ne va pas donner... il n'y aura pas... Dans 10 ans, il n'y aura pas 30% d'IOP, parce que... Ça, par contre, on sait que ça n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Professeur Christin Maître.